Je m'appelle Rachel Doyle. J'ai 32 ans, et le soir de Noël, mes parents m'ont enfermé dehors, dans la neige, refusant de me laisser rentrer, ne serait-ce que pour prendre un manteau. Je suis resté planté sur le porche, mon sac à main sur l'épaule, et rien d'autre. Et, à travers l'entrebâillement de la porte, ma mère a prononcé cette phrase, qu'elle m'avait répétée toute ma vie: tu es incapable de faire quoi que ce soit par toi-même, Rachel. Tu es désespérée. Derrière elle, mon frère Cody a tiré les rideaux, dans ce qui fut autrefois ma chambre. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à la banque, pour utiliser une vieille carte que mon grand-père m'avait laissée il y a des années, espérant juste trouver de quoi payer de l'essence, et un motel bon marché. La directrice l'a glissée dans le lecteur, a regardé son écran, et a blêmi. « Madame », a-t-elle murmuré, « asseyez-vous, je vous prie. Vous devez voir ça. » 48 heures plus tard, ma mère n'était plus celle qui donnait les ordres. Qu'ils ont enfermé dehors le soir de Noël avec seulement son sac à main, s'avère être celle qui détient tout ce qu'ils ignoraient posséder. Si vous avez déjà été rabaissé, par les personnes même qui s'appuyaient le plus lourdement sur vous, restez ici, car ce que cette directrice de banque a découvert sur son écran, change absolument tout. Laissez un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. Je tiens à clarifier une chose immédiatement, car ma mère a passé des années à raconter une version bien différente. Je ne vivais pas chez mes parents, parce que j'avais raté ma vie. 3 mois avant ce fameux Noël, j'avais accepté un poste d'infirmière aux urgences, dans l'hôpital de ma ville natale. J'avais quitté la grande ville, et j'étais revenu exprès pour cela. L'appartement que je convoitais, ne se libérerait pas avant février, et mes premiers salaires de l'hôpital étaient encore en cours de traitement. Alors, j'ai demandé à mes parents, si je pouvais rester dans mon ancienne chambre pendant quelques mois, afin d'économiser pour la caution. C'est tout. C'est là toute la honteuse histoire de ma prétendue dépendance. Une femme adulte, avec un emploi à temps plein dans le service le plus difficile de l'établissement, dormant dans sa chambre d'enfant pendant 8 semaines, pour gérer son argent intelligemment. Je suis le genre de personne qui planifie. J'ai toujours été celle qui gère les crises sans en faire une affaire personnelle, parce que c'est littéralement mon métier. Et c'est aussi, tout simplement, ma nature. Je ne demande rien aux autres. Je me débrouille toute seule. Cela ressemble à de la force. Et, la plupart du temps, c'en est. Mais j'ai appris que c'était aussi ce qui faisait de moi, une cible facile. Car, si vous ne demandez jamais d'aide, les gens autour de vous décident, que vous n'en avez pas besoin. Et certains d'entre eux, le décident à voix haute. Tandis que quelques-uns, le décident tout en se servant discrètement de ce qui vous appartient. Je l'ignorais encore, cette dernière partie. Ce Noël-là. Je savais seulement que j'étais une infirmière urgentiste de 32 ans, traitée comme un fardeau, dans la maison où j'avais grandi, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi 2 mois d'économie avaient fait de moi la déception de la famille. J'allais bientôt le comprendre. La réponse se trouvait sur l'écran d'une banque, et elle y était depuis des années. L'ambiance dans cette maison suivait un schéma précis, et ce schéma s'appelait Cody. Mon frère a 4 ans de moins que moi, et depuis sa naissance, il était celui dont ma mère s'inquiétait, celui qu'elle surveillait, celui autour de qui toute la maison s'organisait. Il y avait toujours une excuse. Il était né prématuré. Il avait eu des difficultés à l'école. Il avait perdu un emploi, puis un autre, puis un troisième. Et chaque échec devenait une preuve supplémentaire, que Cody avait besoin d'être protégé. Tandis que moi, qui gérais mes propres échecs sans aucun public, je devenais la preuve d'autre chose. Je devenais la preuve, que certains enfants n'ont tout simplement pas besoin de leurs parents. Ma mère le disait comme un compliment, mais le pensait comme un rejet. Oh, Rachel va bien. Rachel sait se débrouiller toute seule, disait-elle, me balayant de la main comme une mouche, tout en dégageant la voix à travers le monde, pour mon frère. Ces premières semaines de retour à la maison, j'ai observé ce manège de près, pour la première fois en tant qu'adulte. Cody, 28 ans, de nouveau au chômage, voyant le crédit de sa voiture pris en charge. Cody, recevant un chèque glissé dans sa main, à la table du dîner. Et moi, l'infirmière qui travaillait, me faisant rappeler à quel point j'étais chanceuse, qu'il me laisse loger ici. Un soir, ma mère l'a dit clairement, dans la première petite version de cette phrase, qui finirait par tout définir. J'avais proposé de participer, de donner de l'argent pour les courses, puisque je mangeais leur nourriture. Elle a tapoté ma main, et m'a dit, ne t'inquiète pas pour ça.
Tu as déjà du mal à t'occuper de toi-même. De toute façon, tu es incapable de faire quoi que ce soit par toi-même. J'ai laissé couler. Je laissais toujours couler. J'étais doué pour passer l'éponge, ce qui, il s'avère, est exactement la qualité qu'un voleur recherche chez sa victime. La carte dans mon sac provenait de mon grand-père, le père de ma mère, Léo Marche. Papy Léo, comme je l'appelais. Il est mort il y a 6 ans, mais il m'avait donné cette carte 14 ans auparavant, le jour de la remise de mon diplôme d'études secondaires. Je veux vous parler de ce jour-là, car il s'est avéré plus important que n'importe quel autre, dans ma vie. Il m'avait emmené manger une part de tarte, juste tous les deux, et il avait fait glisser une enveloppe sur la table du restaurant. À l'intérieur, se trouvait une carte de débit à mon nom, reliée à un compte qu'il avait ouvert pour moi, et il y avait déposé une vraie somme pour commencer, assez pour que cela ait du sens. Il m'a dit que c'était pour mon avenir, pour mes études, pour les urgences. Pour le jour où je devrais voler de mes propres ailes. Et puis, il a fait quelque chose, que je n'ai pas compris à 18 ans. Il a pris une serviette en papier, a écrit dessus, l'a pliée en un petit carré, et l'a glissée derrière la carte, dans mon portefeuille. Garde ça avec la carte, a-t-il dit. Ne la lis pas maintenant. Lis-la le jour où tu en auras besoin. Puis, il m'a regardé avec un sérieux absolu, et a ajouté une dernière chose à voix haute, et Rachel, ne parle pas de ce compte à ta mère. Elle le dépenserait. J'ai ri, parce que j'avais 18 ans, et je pensais qu'il faisait juste son vieil homme grincheux, à propos de sa propre fille. J'ai rangé la serviette, et je l'ai pratiquement oubliée. J'ai un peu utilisé le compte à l'université, puis de moins en moins, puis plus du tout une fois que j'ai eu mon salaire d'infirmière. Les années ont passé. La carte s'est assouplie et rayée, au fond de mon portefeuille. Juste un vieil objet, que je n'ai jamais jeté. Je n'avais aucune idée que je transportais une arme chargée, ainsi qu'un avertissement plié en carré, pendant tout ce temps. Papy Léo est mort il y a 6 ans, et ma mère s'est occupée de tout. Elle avait sa procuration vers la fin, quand sa santé a décliné. Et après son décès, elle a géré la succession, les comptes, la paperasse, absolument tout. J'avais 26 ans, j'étais en deuil et je vivais en ville. J'étais soulagé que quelqu'un s'en occupe, et que ce quelqu'un soit sa fille, alors, pourquoi l'aurais-je remis en question? Aux funérailles, je lui ai demandé doucement si papy avait laissé quelque chose, un petit souvenir ou un mot, car il avait été la seule personne, à me voir véritablement. Et ma mère m'a regardé droit dans les yeux, avant de répondre, « Oh, chérie, ton grand-père n'avait plus grand-chose, à la fin. Il n'y avait pas vraiment de quoi laisser un héritage. Ne te fais pas de fausses joies à ce sujet. » Je l'ai cru. Bien sûr que je l'ai cru. C'était ma mère, se tenant aux funérailles de son propre père. Et l'idée qu'elle puisse me mentir, ici, à ce moment-là, et à ce sujet, ne m'a jamais traversé l'esprit. Alors, j'ai abandonné l'idée d'un quelconque cadeau de Papy Léo. J'avais mes souvenirs, et une vieille carte de débit toute rayée, que je supposais depuis longtemps fermée ou vidée. Et c'était suffisant. Je n'ai jamais vérifié le compte. Pourquoi l'aurais-je fait? On m'avait dit qu'il n'y avait rien, et je n'avais aucune raison au monde de douter de la femme qui me l'affirmait. Cette seule phrase aux funérailles, il n'y avait pas vraiment de quoi laisser un héritage, a été la pierre angulaire de tout ce qui a suivi. C'était le mensonge qui m'a empêché de chercher. Et cela a fonctionné pendant 6 ans. Car les mensonges les plus efficaces, ne sont pas ceux qui vous effraient. Ce sont ceux qui vous disent doucement, qu'il n'y a rien d'intéressant à voir. Ainsi, vous arrêtez tout simplement de chercher. J'ai arrêté de chercher. Elle comptait là-dessus. En retournant vivre dans cette maison, 3 mois avant Noël, j'ai commencé à remarquer de l'argent que je ne pouvais pas expliquer. Cody ne travaillait pas. Pas de manière stable, mais Cody possédait des choses. Un pick-up récent est apparu dans l'allée. Ses anciennes dettes, celles dont ma mère chuchotait, semblaient s'être évaporées. Il y a eu des vacances, une caution pour un appartement pour lui et sa fiancée, une montre. Je ne suis pas fouineuse de nature, mais je suis infirmière urgentiste, et ce travail vous entraîne à remarquer, lorsque l'histoire ne correspond pas au dossier médical. L'histoire, c'était que mes parents étaient des retraités aisés mais prudents, vivant avec un revenu fixe. Le dossier, lui, montrait un jeune de 28 ans sans emploi, s'achetant un pick-up. Un soir, j'ai demandé avec légèreté, par simple curiosité, d'où Cody sort-il l'argent pour tout ça?
Le visage de ma mère a eu une réaction, que je reverrai plus tard. Une contraction rapide, avant que son masque lisse ne reprenne le dessus. Ce sont des affaires de famille, Rachel, a-t-elle répondu. C'est pris en charge. C'est pris en charge. J'ai laissé tomber, car c'est ce que je fais. Mais c'est resté logé quelque part dans un coin de mon esprit, comme une petite note. J'ai même pensé une fois, vaguement, que je devrais jeter un œil à mon vieux compte de Papy Léo un de ces jours, juste pour le clôturer correctement. Mais je n'avais aucun moyen de vérifier les finances de mes parents, aucun accès au compte de ma mère, rien à enquêter. Cette anomalie n'était qu'un pressentiment, et les pressentiments ne sont pas des preuves. De plus, j'avais un travail exigeant, un plan de sortie, et aucune vraie raison de déclencher une guerre, pour une simple contraction sur le visage de ma mère. Alors, je l'ai classé avec tout le reste de ce que j'avais laissé passer. Le pick-up, la montre, la contraction. Je finirai par relier tous ces éléments, assis sur une chaise dans une banque, en regardant une inconnue pâlir. Mais pas encore. Début décembre, ma mère a annoncé le plan, qui allait me jeter sur un Porsche, dans la neige. Cody et sa fiancée, Belle, allaient emménager. Ils avaient besoin d'un endroit le temps de se remettre sur pied, ce qui, dans le cas de Cody, signifiait une adresse permanente. Et l'endroit dont ils avaient besoin, c'était ma chambre. La chambre pour laquelle je ne payais rien techniquement, mais celle qui m'avait été promise jusqu'en février. Ma mère l'a annoncé comme une bonne nouvelle. C'est tout simplement plus logique, Rachel. Tu es tellement indépendante. Tu retomberas sur tes pieds n'importe où. Cody et Belle ont vraiment besoin de stabilité. Et voilà. Ma compétence, utilisée comme une arme contre moi. L'incapacité de Cody lui valait un foyer. Ma capacité me valait une expulsion. J'ai essayé d'être raisonnable. J'ai expliqué que mon appartement ne serait pas prêt avant février, que j'avais juste besoin de ces 8 semaines, et que je partirais à la seconde où je le pourrais. Le visage de ma mère s'est durci, d'une manière que je n'ai pas totalement saisie sur le moment. Ne sois pas dramatique, a-t-elle lancé. Tu te débrouilleras. Tu y arrives toujours. Avec le recul, je comprends pourquoi elle était si pressée de me mettre à la porte. Et cela n'avait rien à voir avec le fait que Cody ait besoin d'une chambre. Je m'approchais trop de la vérité. J'étais dans la maison, remarquant les pick-up, les montres, et l'argent qui ne collait pas. Posant de petites questions innocentes, qui devenaient de moins en moins innocentes. Une fille qui ne vient jamais en visite ne peut rien remarquer. Une fille qui dort au bout du couloir, si. Elle avait besoin que je parte, avant que je ne commence vraiment à chercher. Et Noël lui en a donné l'excuse. Je ne le savais pas encore. Je pensais juste que ma mère choisissait mon frère plutôt que moi, une fois de plus, ce qui était vrai. Mais c'était tellement dérisoire, face à la réalité. La vérité avait besoin d'une banque, pour être dévoilée. Le repas de Noël était une véritable performance, et j'y tenais le rôle du mauvais exemple. La table était pleine. Tante, oncle, cousin. Et ma mère a passé le repas à raconter l'avenir radieux de Cody, les fiançailles, l'appartement, le nouveau départ. Quand la conversation a dévié vers moi, elle a plongé, comme c'était toujours le cas. Rachel se cherche encore, a déclaré ma mère à l'Assemblée, bien que j'ai un emploi, des projets et un fonds de retraite. Nous la laissons rester avec nous, le temps qu'elle remette de l'ordre dans sa vie. Nous la laissons rester. Qu'elle remette de l'ordre. Je suis resté assise là, dans mon beau pull qui ressemblait presque à une tenue d'infirmière, j'ai mangé mon dîner, et je n'ai rien dit, car faire un scandale à Noël n'aurait fait que lui donner raison. Après le dessert, mon père a disparu dans le petit salon, ce que fait mon père, quand quelque chose de difficile est sur le point de se produire. Et ma mère m'a suivi dans la cuisine. Nous pensons qu'il est préférable que tu partes ce soir, a-t-elle annoncé. Juste comme ça. Ce soir, le soir de Noël. Je lui ai demandé si elle était sérieuse, si je pouvais au moins rester jusqu'au matin, et emballer mes affaires correctement. Cody et Belle arrivent demain matin, a-t-elle tranché. Et honnêtement, Rachel, plus tu fais traîner les choses, plus tu les rends difficiles. Tu ne peux pas continuer à t'appuyer sur nous. Il faut que tu apprennes à te débrouiller toute seule. Je suis allé chercher mes sacs, mais elle m'a arrêté. Elle a dit qu'il m'enverrait mes affaires plus tard, que je devais juste partir, et que j'en faisais tout un drame. Alors, je suis parti, mon sac à main et mon manteau à la main,
et absolument rien d'autre. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, avec la lumière chaude dans son dos, et a prononcé cette phrase, la phrase entière, celle que j'entendrai résonner dans ma tête pour toujours, tu es incapable de faire quoi que ce soit par toi-même, Rachel. Tu es désespérée. Puis, elle a fermé la porte, et j'ai entendu le verrou tourner. Je suis resté un moment assise dans ma voiture, dans leur allée, le moteur allumé pour le chauffage, la neige recouvrant le pare-brise, plus vite que les essuie-glaces ne pouvaient la déblayer. Je ne vais pas prétendre que j'étais calme. Mes mains tremblaient, et ce n'était pas à cause du froid. Mais je suis infirmière aux urgences, et ce métier m'a appris une chose véritablement utile. Quand tout va mal en même temps, vous n'avez pas le droit de vous effondrer. Vous gérez les priorités, vous faites le triage. Alors, j'ai fait le triage. J'avais peut-être 60 € en liquide, un quart de plein d'essence, et une carte de crédit presque à la limite, à cause des frais de déménagement. J'avais besoin d'un endroit pour dormir, qui ne soit pas un parking. J'ai fouillé mon portefeuille sous le plafonnier, cherchant n'importe quoi, et mes doigts ont trouvé la vieille carte. La carte de Papy Léo, au bord ramolli, les numéros à moitié effacés. Et, glissé derrière, un petit carré de papier plié, que je n'avais pas regardé depuis 14 ans. Je n'ai pas ouvert la serviette ce soir-là. J'étais trop fatigué, j'avais trop froid, et j'étais trop proche des larmes. Mais j'ai tenu cette carte et je me suis dit, peut-être qu'il reste 20 € dessus. Peut-être qu'il y a assez pour un motel. Ma mère avait dit que Papy n'avait rien laissé, et je l'avais cru pendant 6 ans. Donc, je ne m'attendais pas à un miracle. Je m'attendais au prix d'un ticket de bus. J'ai trouvé un motel bon marché près de l'autoroute, j'ai payé une nuit en espèces, et je suis resté éveillé, décidant qu'à la première heure le lendemain matin, j'irais avec cette vieille carte à la banque, pour voir si mon défunt grand-père pouvait m'offrir une nuit supplémentaire à l'abri. Cette décision a changé ma vie entière. La banque était une petite caisse populaire sur la rue principale, le genre d'endroit avec un seul guichet, et le bureau du directeur dans un espace ouvert. J'y suis arrivé à l'ouverture, tenant le coup sans avoir dormi, et grâce au café du motel. J'ai fait glisser la vieille carte sur le comptoir vers la guichetière, et j'ai poussé un petit rire embarrassé. C'est vraiment vieux, ai-je dit. C'est peut-être fermé. Je veux juste vérifier le solde. Peut-être retirer ce qu'il y a dessus. La guichetière l'a passé dans le lecteur, a froncé les sourcils, et l'a passé de nouveau. Puis elle a dit, laissez-moi appeler ma directrice. D'une voix qui m'a noué l'estomac, car je connais cette voix. C'est la voix que les infirmières utilisent dans le couloir, quand elles ne veulent pas annoncer une mauvaise nouvelle devant le patient. La directrice s'est approchée, une femme calme nommée Joanne puis, s'est assise à son bureau, et a affiché le compte. J'ai vu son visage changer. Elle a lu quelque chose, a fait défiler l'écran, a lu davantage. La couleur a quitté ses joues. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé de nouveau l'écran. Ensuite, elle a baissé la voix, de la même façon que l'on fait lorsqu'on s'apprête à annoncer à quelqu'un une nouvelle qui va faire mal. Madame, a-t-elle dit, asseyez-vous, je vous prie. Vous devez voir ça. Je me suis assise. Mon cœur faisait ce qu'il fait dans une salle de déchocage, ce battement lent et lourd. J'ai pensé, ça y est. Le compte a été vidé. Il n'y a rien. Ma mère avait raison. Je suis à découvert, d'une manière ou d'une autre. C'est l'humiliation finale, de la pire semaine de ma vie. Je me suis préparé au vide. Ce que Joanne m'a montré, en tournant l'écran vers moi, n'était pas le vide. Il était rempli d'activités. Des années d'activités. Et pas une seule transaction, dans cette longue liste défilante, n'avait été effectuée par moi. Voici ce qu'il y avait sur l'écran. Le compte que mon grand-père avait ouvert pour moi, celui dont ma mère avait juré à ses funérailles qu'il n'existait pas, celui que je supposais vide ou fermé, était toujours ouvert, toujours à mon nom, et il avait été utilisé comme tirelire pendant des années. Il y avait un long historique de retraits et de virements, des dizaines, remontant bien avant la mort de Papy Léo, et continuant pendant des années après. Des montants réguliers, parfois importants, et les virements avaient une destination indiquée, juste là, dans les dossiers de la banque, ils allaient vers un compte appartenant à Sharon Doyle. Ma mère. Le grand-père qui m'avait remis une carte et un avertissement, avait également versé beaucoup plus d'argent sur ce compte au fil des ans, que je ne l'aurais jamais imaginé. Il construisait quelque chose pour moi, et ma mère l'avait discrètement saigné à blanc, pendant tout ce temps.
Le solde restant n'était qu'une fraction de ce que les dépôts et les intérêts auraient dû atteindre. Je suis resté assis sur cette chaise, et j'ai fait ce que mon métier m'avait appris à faire. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai posé des questions. Ces retraits, ai-je dit à Johan, gardant une voix égale, je n'en ai fait aucun. Qui les a autorisés? Johan a affiché plus de détails, et sa réponse prudente m'a tout révélé. Pendant des années, l'accès a été lié à une procuration, une ancienne autorisation concernant les affaires de votre grand-père. Mais mademoiselle Doyle, a-t-elle repris lentement, ce compte est à votre nom. Vous en êtes la titulaire. Et ces transactions, en particulier les plus récentes, celles qui ont eu lieu après la date à laquelle vous me dites que votre grand-père est décédé. Elle s'est arrêtée. Elle n'a pas eu besoin de terminer. J'avais compris. La femme qui me traitait de désespéré, qui disait que je ne savais pas prendre soin de moi-même, que je devais apprendre à voler de mes propres ailes, s'appuyait en partie sur mon propre argent, depuis des années. Si vous avez déjà été traité d'inutile, par les personnes même qui s'appuyaient discrètement sur vous, vous connaissez le frisson glacial, qui m'a traversé sur cette chaise. Restez avec moi, car l'histoire prend un tournant légal. Commentez si vous avez déjà ressenti cela, et abonnez-vous, pour ne pas manquer la fin. Johan puis a été gentille et précise. Elle m'a guidé tout au long du processus comme une véritable professionnelle, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Le compte m'appartenait, a-t-elle confirmé, à moi seul. Mon grand-père l'avait configuré ainsi, faisant de moi la titulaire. Ma mère avait été une utilisatrice autorisée, ou avait eu accès grâce à sa procuration sur les autres affaires de mon grand-père. Et quelque part en cours de route, cet accès avait débordé sur un compte, auquel elle n'aurait jamais dû toucher. Voici ce que je vous recommande, a déclaré Johan. Nous pouvons imprimer l'historique complet de vos relevés. Vous devrez examiner chaque transaction, et identifier celle que vous n'avez pas autorisée. Et compte tenu du schéma et des dates, vous voudrez peut-être déposer une plainte pour fraude. Et consulter un avocat. Certaines de ces transactions pourraient être récupérables. Récupérable. Je me suis accroché à ce mot. Je lui ai demandé de tout imprimer, chaque page, en remontant aussi loin que le système le permettait. Pendant que l'imprimante tournait, je suis resté parfaitement immobile, et j'ai laissé l'infirmière urgentiste en moi, prendre le relais de la fille. La fille voulait conduire jusqu'à la maison de mes parents, et passer son poing à travers cette porte verrouillée. L'infirmière, elle, a dressé une liste, obtenir les relevés, identifier la fraude, trouver un avocat, tout documenter, rester calme. Car la personne calme, au milieu de la crise, est celle qui la contrôle. Au moment où Johan m'a tendu une épaisse pile de papier encore chaud, je n'étais plus une femme désespérée, jetée dans la neige. J'étais une créancière, en train de monter un dossier. Assise dans cette chambre de motel, avec les relevés étalés sur le lit, j'ai enfin compris toute la mécanique que ma mère avait mise en place. Cela avait commencé par le mensonge aux funérailles, il n'y avait pas vraiment de quoi laisser un héritage. Cette phrase n'était pas l'expression du deuil. C'était un verrou sur une porte. Tant que je croyais que Papy Léo n'avait rien laissé, je ne vérifierais jamais le compte. Et tant que je ne vérifierais pas, elle pourrait continuer à y puiser. Et, elle en avait les moyens. Parce que, vers la fin de sa vie, elle avait eu la procuration de mon grand-père, gérant son argent, ses factures, ses comptes. Cette autorité était réelle, de son vivant. Mais voici ce que j'ai appris, la chose qui a transformé toute mon affaire, passant d'un simple grief familial à un dossier juridique, une procuration prend fin, au moment même où la personne décède. À l'instant où Papy Léo a rendu son dernier souffle, toute l'autorité que ma mère détenait grâce à ce document, a disparu. Totalement, et ce, dans tous les états, sans aucune exception. Chaque retrait qu'elle avait effectué après sa mort, n'était ni une zone grise, ni un prêt familial. C'était une opération non autorisée. Et le compte sur lequel elle tirait cet argent, n'était même pas le sien. C'était le mien. Donc, elle avait pris de l'argent qui m'appartenait, en utilisant une autorité qui s'était éteinte avec son père, pendant des années, tout en me répétant que je ne savais pas m'occuper de moi-même. L'audace de tout cela, m'a en réalité redonné de l'aplomb. Une certaine clarté vous envahit, lorsque la cruauté s'avère être aussi nette, aussi documentée, et aussi facilement prouvable. Je ne gérais plus un simple pressentiment, une contraction sur un visage, ou une fausse note. J'avais affaire à une trace écrite.
Et une trace écrite, c'est une chose qu'une infirmière urgentiste, habituée à tout consigner dans des dossiers, sait parfaitement respecter. J'ai empilé les relevés soigneusement. J'ai encerclé les transactions, effectuées après la date du décès de mon grand-père. Et puis, j'ai attrapé mon portefeuille, car il y avait une pièce à conviction, que je n'avais pas encore lue. J'ai sorti la petite serviette pliée, de derrière la vieille carte, celle que Papy Léo y avait glissée 14 ans plus tôt, en me disant de ne pas la lire, avant le jour où j'en aurais besoin. Le papier était devenu mou et jaune, les plis presque usés jusqu'à la corde, mais son écriture était toujours là. Cette écriture soignée et penchée, que je reconnaîtrais entre mille. Je veux que vous gardiez ces mots à l'esprit, pour la suite de cette histoire, car mon grand-père les a écrits quand j'avais 18 ans. Et il savait. Il savait. Pour le jour où tu devras voler de tes propres ailes, disait le mot. Ceci est à toi, Rachel. À personne d'autre. N'en parle pas à ta mère, car elle le dépensera, et elle aura une bonne excuse à chaque fois. Certaines personnes t'aiment, et te volent dans la même respiration. Protège-toi. Avec amour, grand-père Léo. Je me suis assise au bord de ce lit de motel, je l'ai lu 3 fois, et à la 3e, mes mains ne tremblaient plus. Il m'avait prévenu, sur une serviette pliée, quand j'avais 18 ans. Je n'avais simplement jamais cru, que ma propre mère puisse être l'objet de cet avertissement. Il connaissait sa propre fille suffisamment bien, pour prédire 14 ans à l'avance, exactement ce qu'elle ferait. Et il avait essayé de construire un mur autour de moi, avec une carte de débit, une serviette en papier, et un secret. La seule chose sur laquelle il s'était trompé, c'était de penser que je lirais le mot à temps. Je ne l'avais pas fait. Je lui avais fait confiance à la place, comme le font les enfants, jusqu'au moment où elle m'a enfermé dehors, dans la neige. Mais voici ce qui importait, le mot n'était pas seulement un déchirement. C'était une preuve d'intention. Il prouvait que le conte m'était destiné, à moi seul. Que mon grand-père avait explicitement exclu ma mère. Qu'il n'y avait rien d'accidentel, ni d'ordre familial, dans l'argent qu'elle avait pris. Papy Léo, mort depuis 6 ans, avait tendu la main depuis sa tombe, pour me remettre la pièce maîtresse de mon dossier. J'ai doucement replié la serviette, et je l'ai mise en lieu sûr. J'allais en avoir besoin, et j'en avais enfin complètement terminé, avec ceux qui me disaient ce que j'étais incapable de faire toute seule. Je dois être clair, sur ce que c'était et ce que ce n'était pas, car il est important pour moi, que vous compreniez que je n'ai pas gagné à la loterie. Ce n'était pas une aubaine tombée du ciel. Personne ne m'a remis une fortune, lors d'un coup de théâtre. Ce que l'écran de la banque m'a montré, c'était un vol. Mon vol, en cours depuis des années, et tout ce qui a suivi, n'était que ma démarche pour récupérer, ce qui m'appartenait déjà légalement. L'argent sur ce compte, était de l'argent que mon grand-père m'avait donné délibérément, avec mon nom dessus. Il n'a jamais appartenu à ma mère, donc je ne m'enrichissais pas. Je récupérais des biens volés, de la même façon que vous récupéreriez une voiture, que quelqu'un vous aurait volé dans votre allée. Cette distinction m'a permis de rester intègre, tout au long de l'affaire. Je n'ai jamais voulu, ne serait-ce qu'une seule fois, plus que ce qui m'appartenait. Je ne voulais pas des économies de retraite de mes parents. Je ne voulais pas du pick-up de Cody. Je ne voulais pas un centime de plus, que ce qui était déjà censé se trouver sur ce compte. Je voulais simplement récupérer, ce qui avait été pris. Et je voulais que les personnes qui l'avaient pris, arrêtent de prétendre que j'étais celle qui avait besoin d'aide. Et pour l'obtenir, je ne pouvais pas me contenter d'affronter ma mère dans une dispute hurlante, car elle s'en sortirait par de belles paroles, de la même manière qu'elle s'était tirée d'affaire, pendant toute mon enfance. J'en avais besoin, de la même manière que j'avais eu besoin du mot de Papy Léo, par écrit. Prouvable, froid et clair, et hors de portée de ses excuses. Alors, j'ai élaboré un plan ce soir-là, un plan de triage d'urgence, appliqué à ma propre famille. Les relevés, déjà obtenus. Un avocat, pour la suite. Une réclamation formelle pour fraude auprès de la Caisse populaire, en parallèle. Et ensuite, seulement ensuite, lorsque la vérité serait documentée et indéniable, aurait lieu la conversation, pas une dispute, mais une présentation. Je n'allais pas combattre ma mère sur son propre terrain, avec des émotions et des cris, là où elle gagnait toujours. J'allais la mener dans un domaine où elle ne m'avait jamais battu, le domaine de la trace écrite. J'ai trouvé un avocat nommé Tom Avery, spécialisé dans les successions et le droit des aînés, à 2 villes de là, et je lui ai apporté les relevés, la serviette et les dates. Il a écouté jusqu'au bout,
sans m'interrompre, ce qui vous prouve que la personne réfléchit vraiment. Quand j'ai terminé, il a posé son stylo. Mademoiselle Doyle, a-t-il dit, je veux m'assurer que vous comprenez à quel point votre dossier est solide, car les personnes dans votre situation pensent souvent qu'elles ont moins de poids qu'elles n'en ont réellement. Il a exposé la situation. Le compte m'appartenait, à moi seul, et c'était démontrable. La procuration de mon grand-père, peu importe ce qu'elle avait autorisé par le passé, avait pris fin à l'instant de son décès, automatiquement et selon la loi. Chaque virement que ma mère avait effectué depuis mon compte, après cette date, n'était pas autorisé. Point final. Il ne s'agit pas d'un malentendu entre les membres d'une famille, a précisé Tom. C'est un détournement de fonds, potentiellement criminel. Au minimum, vous avez de solides arguments pour exiger la restitution des fonds, et le propre processus de fraude de la Caisse populaire pourrait en annuler une partie directement. Il a tapoté la serviette, désormais protégée dans une petite pochette en plastique. Et ceci est exceptionnellement utile. Cela établit l'intention de votre grand-père, et exclut explicitement votre mère. Les jurys et les juges aiment voir l'intention. Les banques aussi. Pour la première fois depuis l'épisode du Porsche, j'ai senti le sol redevenir ferme sous mes pieds. Je lui ai posé la question, à laquelle j'avais besoin d'une réponse, avant de faire quoi que ce soit. Je ne veux pas détruire ma famille, si je ne suis pas obligé de le faire, lui ai-je dit. Je veux récupérer mon argent. Pouvons-nous procéder d'une manière qui leur laisse une chance de réparer leur tort, avant que cela ne devienne une affaire pénale? Tom a hoché la tête lentement. Nous pouvons commencer par une mise en demeure, et un plan de recouvrement, a-t-il répondu. Que cela reste au civil, dépendra entièrement de leur façon de réagir. Bien, ai-je pensé. Je vais leur donner une chance. Bien plus de chance qu'ils ne m'en avaient donné sur un Porsche dans la neige, mais le choix leur appartiendrait, par écrit, et pour la postérité. La Caisse populaire n'a pas laissé traîner la réclamation pour fraude. En quelques jours, leur service des fraudes nous a contactés pour vérifier l'activité, et au moment où ma mère a reçu un appel de la banque, au lieu d'un appel de ma part, la température a de nouveau changé. Seulement, cette fois-ci, c'est elle qui a soufflé le froid, puis le chaud. Le premier SMS était glacial, je ne sais pas ce que tu as commencé, mais tu dois arrêter ça immédiatement. Je n'ai pas répondu. Le suivant, un jour plus tard, laissait transparaître une fêlure, Rachel, la banque m'a appelé. Quoi que tu penses avoir vu, ce n'est pas ce que tu crois. Nous devons parler, avant que tu ne fasses quelque chose que tu regretteras. Là encore, je n'ai pas répondu, car j'avais fini par comprendre que répondre à ma mère, c'était lui permettre d'enfoncer ses griffes. Chaque conversation était une porte qu'elle pouvait franchir. Les relevés bancaires, eux, ne pouvaient pas être contredits. Mon silence ne pouvait pas être déformé. J'ai donc laissé les papiers parler pour moi, et j'ai gardé la bouche fermée. Et cela l'a poussée dans une fureur que je n'avais jamais vue, car, pour la première fois de ma vie, elle ne pouvait plus me contrôler. Elle ne pouvait plus me flatter pour me rabaisser, ni me faire honte pour me réduire au silence, car je n'étais pas au bout du fil, pour subir ses flatteries ou ses reproches. À la fin de cette semaine-là, les textos arrivaient par vagues, oscillant entre les menaces et les larmes. Et chacun d'eux confirmait ce que l'écran m'avait déjà dit. Une femme innocente ne panique pas de cette façon. Une femme innocente dit, vérifie ce que tu veux. Tout est en ordre. Ma mère, elle, disait, arrête, ne fais pas ça, tu vas le regretter, ce n'est pas ce que tu crois. Ce ne sont pas les mots de quelqu'un qui a été lésé. Ce sont les mots de quelqu'un qui s'est fait attraper. J'ai fait des captures d'écran de chacun d'eux, je les ai envoyés à Tom Avery, et je suis retourné travailler aux urgences, ou au moins, les saignements étaient honnêtes. Cody est venu me trouver à l'hôpital, sur le parking après mon service, ce qui lui a demandé un certain effort et m'a dit que notre mère l'avait envoyé. Il était dans tous ses états, en colère et effrayé, et essayait de se montrer intimidant, ce qui n'a jamais été le point fort de Cody. « Qu'est-ce que tu fais à maman » a-t-il lancé. Elle panique. « Tu essaies de l'envoyer en prison, pour une histoire d'argent. » Je me suis appuyé contre ma voiture, toujours dans ma tenue d'infirmière, trop fatigué pour ce théâtre. Cody, ai-je dit. Sais-tu d'où vient l'argent pour ton pick-up? Pour la caution de ton appartement? Les dettes qui ont disparu? Il a ouvert la bouche, et l'a refermée. Et dans ce silence, j'ai vu qu'une partie de lui savait, ou avait choisi de ne pas savoir,
ce qui est une façon en soi d'être au courant. Maman a dit que c'était l'argent de la famille, a-t-il finalement répondu, la voix affaiblie. Elle a dit que c'était un compte qui nous appartenait à tous. L'argent de la famille. On y était. La phrase qu'elle avait utilisée, pour blanchir l'argent dans son propre esprit, et dans le sien. C'était un compte que notre grand-père a ouvert à mon nom, Cody, lui ai-je rétorqué, seulement au mien. Il m'a laissé un mot, me disant de la tenir à l'écart, car elle le dépenserait, et elle l'a dépensé, pour toi. J'ai observé l'effet de mes paroles. Cody n'est pas cruel. Pas vraiment. Il a juste été le favori pendant si longtemps, qu'il ne s'est jamais demandé ce que ce favoritisme coûtait, ni qui en payait le prix. Je ne savais pas, a-t-il dit. Et je crois, que c'était même vrai. Je n'ai pas posé de questions. Non, ai-je confirmé, tu n'en as pas posé. C'est tout le problème, quand on est celui qu'il protège. Tu n'as jamais à demander, d'où ça vient. Il n'avait aucune réponse à cela. Il se tenait debout dans le froid du parking, paraissant bien plus jeune que ses 28 ans. Et pour la première fois, j'ai ressenti autre chose que de la jalousie envers mon frère. J'ai eu pitié de lui. Il avait été acheté avec mon argent, sans même en connaître le prix. Quand les menaces n'ont pas fonctionné, et que la carte Cody a échoué, ma mère a attrapé le plus vieil outil de sa panoplie, la culpabilité. Elle a appelé, et pour une fois, j'ai décroché, car Tom m'avait conseillé qu'une tentative documentée de résoudre le problème, ne ferait que m'aider. Alors, je l'ai laissé s'enregistrer dans ma mémoire, et je n'ai presque rien dit. Sa voix était douce maintenant, blessée, maternelle. Rachel, ma chérie, je crois que tout ça a pris des proportions démesurées. Elle a reniflé. Vas-tu vraiment envoyer ta propre mère en prison, pour de l'argent que ton grand-père destinait de toute façon à toute la famille, après tout ce que ton père et moi avons fait pour toi? J'ai laissé le silence s'étirer, de la même manière que Johan avait laissé le sien s'étirer à la banque. Puis, j'ai répondu calmement, papy ne le destinait pas à la famille, maman. Il l'a mis à mon nom, et il m'a laissé un mot te concernant, très spécifiquement. Une petite inspiration brusque. Elle ignorait l'existence de ce mot. Je ne veux pas te voir en prison, ai-je continué, ce qui était la vérité. Je veux récupérer mon argent. Chaque euro que tu as pris après sa mort, ce qui représente la totalité de ce qui compte. Tu as une chance de réparer tes torts, avant que cela n'aille plus loin. C'est plus de chance que tu ne m'en as donné. Elle est passée instantanément des larmes à la glace, son masque tombant complètement. Après tout ce qui s'est passé, tu choisis l'argent plutôt que ta propre famille, a-t-elle lancé. Et j'ai failli rire, parce que c'était là, la projection était si parfaite, que c'en était presque de l'art. Non, maman, ai-je dit. Tu as fait ce choix il y a 6 ans. Je suis juste celle qui l'a finalement remarqué. Et j'ai raccroché doucement, pendant qu'elle parlait encore. Je suis restée assise là, avec les battements réguliers de mon cœur, et j'ai réalisé que je n'avais plus peur d'elle. Vous cessez d'avoir peur de quelqu'un, le jour où vous comprenez l'intégralité de son tour de passe-passe. Pendant que ma mère oscillait entre menaces et larmes, la machine ennuyeuse et magnifique de la loi a continué de tourner. La Caisse populaire a terminé son examen, et a déterminé qu'une partie des transactions remplissaient les conditions d'annulation dans le cadre de leur politique antifraude. Il s'agissait des cas les plus limpides, les virements non autorisés disposant de la documentation la plus claire. Cet argent a commencé à revenir sur mon compte. Non pas comme un cadeau, non pas comme une aubaine, mais comme une correction, un tort réparé, par des gens dont le travail est de s'assurer que les livres de compte sont honnêtes. Tom Avery a rédigé une mise en demeure formelle pour exposer le reste, la comptabilité complète, les dates suivant le décès de mon grand-père, la réalité juridique qu'une procuration s'éteint avec son mandant, le mot, et un chiffre, le total exact au euro près, que ma mère me devait. Il l'a envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, afin qu'il n'y ait aucun doute sur le fait qu'elle l'ait reçu. Je veux que vous remarquiez à quel point tout cela manquait de glamour. Il n'y a pas eu de cris, ni de confrontation dramatique pendant ces semaines-là. Juste des relevés, des lettres, et un analyste des fraudes nommé Dave, qui m'a appelé 2 fois pour confirmer des détails. C'est de cette façon que l'on gagne véritablement, contre quelqu'un comme ma mère. Pas avec un meilleur discours. Elle aura toujours un meilleur discours. On gagne en déplaçant le combat sur un terrain où les discours ne comptent pas, où la seule chose qui importe, c'est ce qui est documenté, et ce que dit la loi. Et sur ce terrain-là, pour la première fois de ma vie,
j'avais toutes les cartes en main. Ma mère avait l'habitude de remporter les disputes. Elle n'avait aucune idée de la façon de remporter une bataille de paperasse. Et alors que la mise en demeure attendait sa signature dans la boîte aux lettres, elle a fait ce que font toujours les gens comme elle, lorsqu'ils sont acculés. Elle a convoqué tout le monde à la table. Un dîner de famille, a-t-elle annoncé, pour régler cela en famille. Mon père m'a appelé la veille de ce dîner, et ce fut le moment qui s'est le plus rapproché de la grâce, pour l'un d'entre eux. C'est un homme silencieux, mon père, fuyant les conflits au point d'en être lâche, et il avait passé toute la crise exactement là où il passe chaque crise, dans le petit salon, la porte fermée. Mais ce soir-là, il a appelé, et sa voix était éraillée. « Rachel » a-t-il dit. Je savais, juste ça au début. Puis, les mots sont sortis par bribes. Il avait su que ma mère prenait de l'argent sur le compte. Il s'était dit que c'était un emprunt, qu'elle rembourserait, que ce n'était pas à lui de faire la police avec sa propre femme. Il l'avait regardé me dire, lors des funérailles, qu'il n'y avait rien, et il n'avait rien dit, parce que dire quelque chose aurait déclenché une dispute, et mon père préférait perdre une fille, plutôt que d'avoir une dispute. J'aurais dû te le dire il y a des années, a-t-il murmuré. Et il pleurait maintenant. Les pleurs terribles et retenus, d'un homme qui n'a jamais appris à pleurer. J'ai laissé faire. Je l'ai laissé te jeter à la porte, dans la neige. J'ai tellement honte. Et je l'ai cru. Et cela m'a fait plus mal que les menaces de ma mère, car c'était la lâcheté d'un homme qui m'aimait, et qui refusait malgré tout de bouger. Papa, ai-je dit doucement. Merci de me l'avoir dit. Je le pense sincèrement. Puis, j'ai prononcé la partie la plus difficile. Mais je n'arrêterai pas. Cet argent m'appartient, je vais le récupérer, et je ne vais pas faire semblant, lors de ce dîner demain, que rien de tout cela n'est arrivé. Il est resté silencieux pendant un long moment. Je sais, a-t-il fini par dire. Je voulais juste que tu entendes, au moins une fois, que tu avais raison. Tu as toujours été la plus forte. Nous nous sommes servis de ça contre toi. Je m'en suis servi contre toi. Ce n'était pas suffisant, mais c'était vrai. Et c'était la première chose vraie, que quelqu'un dans cette maison m'avait dite depuis des années. Et, je m'y suis accroché. Le dîner de famille était prévu pour le premier dimanche de la nouvelle année, chez mes parents. Et ma mère avait rempli la pièce. Tante, oncle, quelques cousins, le même public qui m'avait regardé me faire rabaisser à Noël. J'ai compris exactement ce qu'elle faisait, car c'était la tactique qu'elle avait employée toute ma vie. M'entourer de proches, me faire passer pour la fille cupide et vengeresse, qui traîne la famille dans la boue, et appliquer une pression collective suffisante, pour que je recule, rien que pour faire cesser le malaise. Elle voulait que je sois en infériorité numérique. Elle voulait un jury, qu'elle avait déjà acheté avec sa propre version de l'histoire. L'ancienne moi serait entrée dans cette pièce, et se serait couchée, parce que l'ancienne moi ne supportait pas, d'être le problème devant les autres. Mais je ne ramenais pas l'ancienne moi. Je ramenais un dossier. Tom avait préparé un dossier propre pour moi, des copies des relevés clés, la chronologie, le résumé juridique, et une copie du mot de Papy Léo. J'ai glissé le tout dans une enveloppe toute simple, et j'ai roulé jusqu'à la maison dont j'avais été jeté 2 semaines auparavant, empruntant les mêmes rues, dans la même voiture. Je n'étais pas nerveuse, ce qui m'a surprise. J'avais passé les pires nuits de l'année dans un motel et dans une salle de repos d'hôpital, et j'en étais ressorti debout. Il n'y a rien qu'une pièce remplie de tentes désapprobatrices puisse faire, à une femme qui a déjà été enfermée dehors dans la neige, et qui y a survécu. Je me suis garé. Je suis resté assise une seconde, et j'ai touché l'enveloppe sur le siège passager, de la façon dont on touche quelque chose pour s'assurer que c'est bien réel. Puis, j'ai monté les marches du Porsche, j'ai passé la porte qui avait été verrouillée contre moi, et je suis entré de moi-même dans l'embuscade de ma mère, portant la seule chose à laquelle elle n'avait aucune réponse, la vérité par écrit. Le salon était bondé, et l'atmosphère était déjà liguée contre moi. Ma mère y était arrivée la première, dans tous les sens du terme. Elle était assise au centre du canapé, comme une souveraine tenant sa cour, mon père à côté d'elle, fixant ses mains, Cody et Belle un peu à l'écart, et un demi-cercle de proches installés dans les bons fauteuils, tenant des tasses de café et des opinions préfabriquées. Ma mère a commencé avant même que je ne m'assoie. Merci à tous d'être venus, a-t-elle déclaré, la voix tremblante d'une blessure répétée à l'avance. Je ne voulais pas faire cela de manière aussi publique, mais je pense que Rachel a besoin d'entendre ce que toute la famille a à dire.
Elle a tourné ses yeux embués vers moi. Rachel a décidé, à la suite d'un malentendu concernant les anciens comptes de grand-père, de m'accuser moi, sa propre mère, de vol. Elle a contacté des avocats, la banque. Elle essaie de me faire accuser d'un crime. Un murmure a parcouru la pièce, le son doux et désapprobateur de personnes, qui n'avaient entendu qu'un seul son de cloche. Une tante a secoué la tête dans ma direction. Nous l'avons recueillie, a poursuivi ma mère, gagnant en intensité. Nous l'avons laissée vivre ici quand elle n'avait nulle part où aller. Et voilà comment elle nous remercie. Je l'ai toujours dit. Vous savez tous que je l'ai dit. Cette fille est désespérée, et elle est incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Alors maintenant, elle invente une histoire. Pour prendre un argent qu'elle n'a pas gagné. Tout y était. Toute la stratégie, en une seule respiration. L'expulsion, réécrite comme de la charité. Le vol, réécrit comme mon invention pure et simple. Le mot « désespéré » déployé une fois de plus, pour me rabaisser. J'ai ressenti cette vieille force d'attraction. Cette envie tenace de me faire toute petite, de m'excuser, de dissiper le malaise en disparaissant. Toute la pièce penchait en faveur de son histoire. Et puis, j'ai senti l'enveloppe dans ma main. Et je me suis souvenu, que j'avais passé 14 ans à transporter l'avertissement de mon grand-père, sans le lire. Et j'en avais fini d'être la seule personne à cette table, à ne jamais pouvoir terminer une phrase. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste demandé, puis-je vous montrer quelque chose? Et j'ai ouvert l'enveloppe. J'ai posé les pages sur la table basse, au milieu de la pièce, une par une, pour que tout le monde puisse les voir. Ceci est un relevé bancaire, ai-je dit, aussi calme que lorsqu'on annonce les constantes vitales d'un patient. Pour un compte que mon grand-père a ouvert à mon nom, quand j'avais 18 ans. Uniquement à mon nom. J'ai posé la page suivante. Ce sont les retraits et les virements qui en proviennent. Des dizaines, sur plusieurs années. Chacun d'entre eux, va vers un compte appartenant à ma mère. Je n'en ai jamais autorisé un seul. Quelques tantes se sont penchées en avant, malgré elles. Maman m'a dit, aux funérailles de grand-père, qu'il n'avait rien laissé, qu'il n'y avait aucun compte, rien à hériter. Elle a dit ça, pour que je ne cherche jamais. J'ai posé la 3e page, la chronologie, et j'ai mis mon doigt sur une date. C'est le jour de la mort de grand-père. Une procuration prend fin, au moment où la personne meurt. C'est la loi, dans tous les États. Chaque virement après cette date, est sorti de mon compte, sans la moindre autorisation. Ce n'est pas un malentendu familial. Mon avocat appelle ça un détournement de fonds. La banque appelle ça une fraude. Et ils ont déjà commencé, à annuler les transactions. La pièce était devenue très silencieuse. Le visage de ma mère faisait quelque chose que je n'avais jamais vu. Il se fissurait. Et puis, j'ai posé la dernière page, celle que j'avais gardée pour la fin, la copie d'une serviette jaune et souple. Et ça, c'est un mot que mon grand-père a glissé dans mon portefeuille, quand j'avais 18 ans. Je ne l'ai lu qu'il y a 2 semaines. Je l'ai lu à voix haute, d'un ton assuré, pour le jour où tu devras voler de tes propres ailes. Ceci est à toi, Rachel. À personne d'autre. N'en parle pas à ta mère, car elle le dépensera. Certaines personnes t'aiment, et te volent dans la même respiration. J'ai levé les yeux. Il savait. 6 ans avant tout ça, mon propre grand-père savait exactement ce qu'elle ferait. C'est alors que ma mère s'est levée du canapé en hurlant, « Cet argent était pour cette famille. Après tout ce que j'ai fait pour toi, espèce d'ingrate, d'intrigante. Tu viens m'humilier dans ma propre maison, pour de l'argent que ton grand-père aurait voulu que nous ayons. » Elle tremblait, pointait du doigt, son sang-froid ayant complètement disparu. Et toute la pièce la fixait désormais, au lieu de moi, car une femme qui a été injustement accusée, ne crie pas de cette façon. Une femme qui a été démasquée, oui. Je suis resté sur ma chaise. J'ai gardé la voix basse. Grand-père savait que tu dirais ça, maman, ai-je dit. Il l'a écrit sur une serviette, quand j'avais 18 ans. Et la pièce fut enfin assez silencieuse, pour entendre la vérité qui s'y trouvait. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis, mon oncle Ray, le propre frère de ma mère, s'est penché, a ramassé la chronologie et le relevé bancaire, et les a lus lentement, de la façon dont un homme méticuleux lit. Il a regardé la date de la mort de mon grand-père. Il a regardé les virements qui ont suivi,
il a reposé les pages, et a déclaré dans le silence, s'adressant non pas à moi, mais à toute la pièce, ce n'est pas elle, qui était incapable de s'occuper d'elle-même. La phrase est tombée comme une pierre dans une eau calme. Ces mots que ma mère m'avait collés toute ma vie, désespérée, impuissante, incapable de faire quoi que ce soit par elle-même, ont dérivé à travers la pièce, et se sont finalement posés, sur la personne à qui il correspondait vraiment. Cody a émis un faible son de protestation. C'est fou. Maman n'a pas, mais alors, ses yeux ont accroché l'une des lignes de virement, une date qu'il a reconnue, le mois d'achat de son pick-up. Son propre nom ne figurait nulle part sur le document, mais la chronologie lui disait tout, et il s'est arrêté. Il s'est tout simplement tu. Ma mère a balayé la pièce du regard pour trouver son public, mais a constaté qu'il n'était plus là. Les tantes, qui avaient secoué la tête dans ma direction, la regardaient maintenant, elle, cette femme hurlante, debout devant une table basse remplie de preuves. Et l'histoire qu'elle avait racontée, s'était tout simplement évaporée face au papier. Elle s'est tournée vers moi, tâtonnante, et a cherché une dernière fois l'arme qui avait toujours fonctionné. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle dit. « Tu es incapable de faire quoi que ce soit toute seule. » Et je me suis finalement levé, j'ai regardé ma mère dans les yeux, et je lui ai rendu sa propre phrase, avec la seule correction qu'elle ait jamais méritée. « J'ai fait tout ça toute seule, maman, ai-je dit. » Y compris te démasquer. Mon père s'est pris le visage dans les mains. Personne dans cette pièce ne m'a plus jamais traité de désespéré. Je ne voulais pas me tenir au-dessus de ma mère comme une triomphatrice. Ce n'était pas le but du mot de Papy Léo. Et ce n'était pas la personne que je voulais être, quand tout cela serait terminé. Alors, avant de partir, je leur ai dit où en étaient les choses. Simplement, de la façon dont on annonce un pronostic à une famille. Voici ce qui va se passer maintenant, ai-je dit à la salle. La banque est en train d'annuler ce qu'elle peut. Mon avocat a envoyé à maman une lettre, réclamant le reste de ce qu'elle me doit, avec un plan de remboursement. Si elle signe et qu'elle répare ses torts, je ne demanderai l'arrestation de personne. Je ne veux pas que ma mère aille en prison. Je veux ce que mon grand-père m'a laissé, ce qui a toujours été à moi. Je l'ai regardé. Mais je n'abandonnerai pas les poursuites, juste pour que ça puisse être enterré. C'est arrivé. C'est écrit noir sur blanc maintenant, et on ne l'efface pas pour acheter la paix. J'ai ramassé mes feuilles, toutes sauf les copies, et je les ai glissées à nouveau dans l'enveloppe. Je ne ferai plus partie de la vie de cette famille, comme c'était le cas avant. Je ne serai plus la personne forte sur laquelle vous vous appuyez, tout en me traitant de faible. C'est terminé. Je l'ai dit sans colère, ce qui a bizarrement rendu mes mots plus percutants. Si l'un d'entre vous veut une vraie relation avec moi, la porte est ouverte. Mais c'est ma porte, désormais, et elle se verrouille aussi de mon côté. Puis, je suis sorti. J'ai été la première à partir, ce que je n'avais jamais été de ma vie. Toujours la dernière. Toujours celle qui nettoie. Toujours à m'assurer que tout le monde était bien installé, avant de bouger. J'ai descendu les marches du porche, devant la porte qui m'avait été fermée au nez à Noël. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai conduit jusqu'au motel, qui était devenu bien plus un foyer pour moi, que ne l'avait jamais été cette maison. Je n'ai pas pleuré. Je me suis senti, pour la première fois depuis des années, m'appartenir complètement. Voici comment les choses se sont réglées, au cours des mois qui ont suivi. La Caisse populaire a annulé les transactions qui remplissaient les conditions, et une bonne partie de mon argent est revenue de cette façon, discrètement, ligne par ligne, un grand livre de comptes rendu honnête. Pour le reste, ma mère a fait face à un choix simple, que son avocat lui a sûrement expliqué en des termes plus clairs, que je ne pourrais jamais le faire. Signer l'accord de remboursement, et éviter des poursuites pénales, ou bien le contester, et risquer une inculpation pour fraude, avec des preuves écrites qu'un procureur de première année pourrait utiliser pour gagner. Elle a signé. Bien sûr qu'elle a signé. Les personnes qui comptent sur le fait de ne jamais se faire attraper, se couchent très vite dès qu'elles le sont. Le plan de remboursement n'est pas rapide, et il n'est pas confortable pour elle. Et j'ai fait la paix avec le fait, que je pourrais ne jamais en revoir une partie, dans sa totalité. Mais la majeure partie de ce qui m'appartenait, est revenu. Et plus important encore, c'est revenu sous la bonne étiquette. Récupérer, non pas donner, non pas emprunter. Récupérer. J'ai emménagé dans mon appartement en février, celui pour lequel j'avais économisé pendant tout ce temps. Et je l'ai meublé petit à petit, avec mes propres salaires.
Il y a une paix toute particulière, dans un foyer d'où personne ne peut vous enfermer dehors. Mon travail à l'hôpital est difficile, et gratifiant. J'y suis stable. Cody et moi sommes dans une situation nouvelle et étrange. Il m'a appelé quelques semaines après le dîner, non pas pour se disputer, mais simplement pour dire qu'il avait réfléchi, et qu'il était désolé, de n'avoir jamais demandé d'où venaient les choses. Il a commencé à s'éloigner de l'orbite de notre mère, cherchant à voler de ses propres ailes. Et je crois qu'une partie de lui est soulagée de découvrir qu'il pourrait bien être capable, lui aussi, de s'en sortir par lui-même. Nous verrons bien. Mon père et moi nous parlons parfois. Il est venu m'aider à déménager un canapé dans l'appartement, et nous n'avons pas beaucoup parlé. Et c'était, en quelque sorte, sa façon de s'excuser. La seule dont il soit capable. Ma mère et moi ne nous parlons plus. Elle ne s'est pas excusée, pas même une seule fois. Pas vraiment. Pas d'une manière, qui ne ramène pas tout à elle-même. Et, j'ai cessé de l'attendre. Parce qu'une femme capable de se tenir aux funérailles de son propre père, et de mentir à sa petite fille au sujet de son dernier cadeau, n'est pas une femme qui va explorer les profondeurs de sa propre conscience, à cette heure tardive. J'ai fait la paix avec ça, et cette paix est bien plus légère, que ne l'a jamais été l'espoir. Je garde désormais la serviette de Papy Léo dans un cadre, sur le mur de ma propre cuisine, ce papier jaune et souple, et cette écriture soignée et penchée. Pour le jour où tu devras voler de tes propres ailes. Je le lis certains matins, en buvant mon café. Il m'a donné de l'argent. Oui, et cela a eu de l'importance. Mais ce n'était pas là, le vrai cadeau. Le véritable cadeau, c'est qu'une personne dans ma vie, a vu exactement qui j'étais, et exactement qui était ma mère, et m'a fait confiance pour le comprendre, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai compris un peu tard, mais je l'ai compris, par moi-même. Les personnes qui n'arrêtent pas de vous dire que vous êtes impuissant, sont très souvent celles qui comptent sur vous, pour ne jamais vérifier vos comptes. Ils ont verrouillé la porte, et m'ont traité de désespéré. La carte, l'écran, la serviette que mon grand-père a pliée, quand j'avais 18 ans. Si quelqu'un dans votre vie ne cesse d'insister sur le fait que vous êtes incapable, demandez-vous ce qu'il espère que vous ne regarderez jamais. Parfois, voler de ses propres ailes, cela signifie simplement, vérifier enfin le solde de son compte. Partagez ceci, avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, et abonnez-vous à Calm Drama Stories, l'endroit où les silencieux ont enfin le dernier mot.